Les Africains portent le plus souvent des prénoms occidentaux. Sur quoi tu te bases pour dire que les Africains ne sont pas fiers? En tant que noir ou personne à peau foncée, tu n'es pas traité exactement de la même manière que ceux qui ont la peau plus claire. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu commences à creuser sur ce sujet-là? Je découvre en fait un autre monde, un monde dans lequel je suis noir. Pourquoi tu ne restes pas en Afrique? La spiritualité est importante pour les êtres humains. Est-ce que tu penses que la religion, c'est quelque chose qui peut permettre à un Africain de s'épanouir? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Africain et fier. Tel est le titre de l'ouvrage qu'on accueille aujourd'hui dans ce énième épisode du podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs écrivains. Bienvenue à cet énième épisode. Comme le veut la petite coutume, je me dois de remercier Copili.io, la première plateforme d'intelligence artificielle qui permet de générer du contenu, texte, vidéo et images en automatique. Donc pour tous ceux qui produisent du contenu, si vous en avez marre de passer des heures pour trouver un texte attractif, qualitatif, tout ce qu'il y a, il vous mettez dessus, rendez-vous sur Copili.io. Vous avez juste à rentrer quelques mots-clés et ça vous sort le texte nickel. Au-delà de ça, cette émission est enregistrée chez Ultimate Pod, un studio qui a été créé dédié aux producteurs de contenu pour pouvoir avoir un contenu de qualité et animer leurs différents réseaux sociaux. Et si jamais, comme notre auteur d'aujourd'hui, tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, rendez-vous chez argentlivre.com. Le programme Public est là pour vous servir. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Je parlais tout à l'heure de Africain et fier. Au-delà, au fil des années, les Africains ont été dépossédés de leur histoire. Il en va de notre devoir de restaurer les mémoires africaines afin que nous soyons conscients du fait que nos ancêtres ont travaillé. On a été dépossédés de notre science, on a été dépossédés de notre histoire et on a même été dépossédés de nos prénoms et noms. À tel point que pour beaucoup d'Africains, il n'existe pas de nom africain et de prénom africain. Et bien aujourd'hui, l'idée, c'est de lever un pan de voile sur cette question-là. Africain et fier, écrit par M. Patrice Yem, paru aux éditions Argent Livre. Donc, sans plus attendre, on va souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Patrice. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va, moi je vais aussi bien que Thomas Sankara à la tête du pays des hommes intègres. Alors Patrice, déjà merci d'avoir fait le déplacement depuis la Belgique pour Cachan. C'est pas rien pour cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour l'honneur que tu nous fais. Tout le plaisir pour moi. On va parler à bâton rompu. Tu me connais, comme d'habitude. Sans complaisance, mais sans condescendance, you know. Donc Patrice, moi je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Ça veut dire quoi, Africain et fier? Ça veut dire quoi, Africain et fier? Ça veut dire que les Africains ne sont pas fiers? Pourquoi tu sens obligé de le rappeler? Justement, si on se sent obligé de le rappeler, ça veut dire qu'il manque justement quelque chose, il y a un problème. C'est un peu comme lorsque le mouvement Black Lives Matter, le fait qu'on ait besoin de rappeler que les vies noires comptent, ça signifie qu'il y a vraiment un problème. Donc, pour revenir à l'africanité, à la fierté de l'Africain, ça veut dire qu'il y a un problème d'estime de soi au sein de la communauté africaine et plus généralement au sein de la communauté noire. Et bien sûr, ceci est dû principalement à notre passé difficile et douloureux en tant que peuple noir sur cette planète. Est-ce que, sur quoi tu te bases pour dire que les Africains ne sont pas fiers? Déjà, l'angle d'attaque de mon livre, Africain et fier, part du constat que la plupart, en Afrique ou dans notre communauté noire, les Africains portent le plus souvent des prénoms occidentaux. Et on se demande, au 15e, 16e, 17e siècle, ces prénoms occidentaux n'existaient pas, donc on avait nos propres prénoms. Donc le fait que nous portions des prénoms occidentaux de nos jours, c'est un des symptômes, un des multiples symptômes qui montre que justement, il manque quelque chose. On a perdu justement ces prénoms qu'ont portaient nos ancêtres, comme j'ai dit, au 16e, 15e, 17e siècle. Donc, si il y a ce symptôme qui se manifeste, et plein d'autres symptômes, on pourra en reparler au fil de la vidéo. Ça montre que justement, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que la plupart des Africains qui portent ces prénoms le plus occidentaux, pour eux, c'est comme normal de porter un prénom occidental. Oui.
Si, par exemple mon prénom d'auteur que j'ai choisi pour ce livre, c'est le prénom Mansa. Mansa, Ça, c'est c'est mon ça. prénom Oui, africain. oui, Si je prénomme mon enfant Mansa aujourd'hui oui. et avec des frères ou des sœurs de la communauté noire, je leur présente que voici le prénom de mon enfant Mansa. Vous voyez leur réaction, ils seront étonnés, Étonné, ils vont oui. trouver ça bizarre. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm, Pourtant, il devrait. Ça doit être ça la normalité en réalité, mhm. le fait de porter ce prénom africain. Mais pourtant, si tu appelles ton enfant Rodrigue, bon, parmi les Noirs, c'est normal. Alors que ça, qui est justement pas normal, que nous portions un prénom comme Rodrigue, alors que c'est un signe du fait que, justement, nous avons été colonisés et que ces prénoms nous ont été imposés. Bon, tu dis que ça a été imposé. C'est quoi tes références? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça a été imposé? Parce que dire ça comme ça, j'ai parfois l'impression que c'est une affirmation fortuite. Ça a été imposé dans la mesure où, c'est un peu comme les religions du Moyen-Orient, Oui, notamment le christianisme oui, et la religion musulmane, oui. qui nous ont été imposées, entre guillemets. Imposées dans le sens où, déjà, ça n'a pas été forcément de notre plein gré, à 100% de notre plein gré, dans la mesure où il y a eu une combinaison de violence et de manipulation. Mhm, Donc, violence et manipulation. Commençons par la manipulation. Donc, pour le cas des prénoms, euh, la manipulation vient du fait que lorsque, bon, la plupart des, un peu pour rentrer un peu dans l'histoire, dans oui. l'historique, en étudiant les archives, on se rend compte que les Africains commencent à porter de plus en plus de prénoms occidentaux il y a environ 100 ans. Oui. Donc ça correspond à peu près au début de la colonisation en Afrique. Mhm, Donc, à cette période-là, ce qui se passait, c'est que le fait de la même manière qu'on dénigrait que ce soit nos religions africaines, le fait pour un Africain de porter le nom du blanc ou le nom du colon était un peu vu comme un signe De de noblesse, noblesse, voilà, d'évolution, on va dire. Oui. d'évolution. Là-dedans vient la manipulation parce que justement, plutôt que euh, d'être fier de ce qu'il portait comme prénom à cette époque-là, Oui. on se sent dévalorisé par le colon et même par ses pairs du fait qu'on porte ce prénom Oui. africain, mais on se sent plus valorisé parce qu'on imite de plus en plus de colons, parce qu'on fait de plus en plus comme lui. Il y a aussi un aspect religieux dans cette manipulation, c'est que et la religion dominante à cette période auprès des colons, c'est la religion catholique. Mhm, Donc l'une des choses qu'ils ont amené aussi comme élément, c'est qu'en amenant les Africains à se convertir au catholicisme, mhm. il les amenait aussi à choisir un prénom Catholique. catholique, Oui. notamment les prénoms tirés de la Bible. Et ça permettait en fait, un peu comme justement les prénoms musulmans, le fait de prendre un prénom chrétien, un prénom musulman, euh, ça participe du fait que c'est comme si ça favorise ton entrée au ciel. Oui, ok, Ça d'accord, favorise ton d'accord, entrée au d'accord. ciel, Oui. ça favorise... On disait qu'on ne pouvait pas aller au ciel avec des prénoms africains, quoi. Bon, c'était pas dit de manière Oui, brute comme ça, mais c'était un peu sous-entendu. C'est oui. là que vient la manipulation. Mhm, C'était un peu sous-entendu. Donc, du coup, on valorise le fait de prendre ce prénom chrétien ou ce prénom du colon parce que ça va amener tel ou tel avantage. Côté religieux, parce que ça va te permettre d'entrer au ciel, parce que ça te permet d'être un bon chrétien. Côté social, parce que ça va te permettre de te rapprocher de plus en plus de l'image du colon. Et là, mhm. euh, c'est la démonstration du fait de cette aliénation qui commençait un peu à se produire dans l'esprit des Africains petit à petit. Parce que si on ne s'identifie pas aux colons, on ne se sent pas valorisé, Mhm. que ce soit du point de vue religieux ou même social. Maintenant, concernant, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup développé, maintenant concernant un peu l'imposition violente Oui. des prénoms occidentaux ou même des religions non africaines, ça tenait du fait aussi que bah, la colonisation ne s'est pas passée, c'était pas une partie de plaisir. Mhm. C'était vraiment des... C'était violent, c'était brutal. Ouais, c'était violent, Ouais. c'était brutal. Euh, forcément, bon, pour l'écriture du livre, je n'ai peut-être pas trouvé d'archives qui montrent directement des violences qui poussaient euh, les violences imposées aux colons, par les colons aux Oui. Africains juste pour qu'ils prennent des prénoms. Oui. Il n'y a pas une relation directe de ce type. Mais n'empêche que, ne serait-ce que dans le fait que ce n'est pas de manière, un consentement éclairé de la Oui. part des Africains Oui. qui les a conduits soit à adopter ces religions, soit à Oui. adopter ces prénoms non africains. Le fait que ce n'était pas un consentement éclairé, le fait que c'était... oui, ce manque de consentement éclairé participe d'une espèce de violence, en fait. Une Mhm. espèce de violence. Donc,
c'est un peu sur cette base-là que Moi, à quel moment tu prends conscience de tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu commences à creuser sur ce sujet-là? tout commence en fait quand euh, j'ai mon premier fils. Oui. Nous sommes en 2018. Oui. Euh, il faut le choisir un prénom à cette époque. Oui. Et je ne sais pas, ça a été comme un déclic. Je me rends compte que j'ai envie de lui donner un prénom africain. Mais s'il faut rentrer quelques temps en arrière, avant le désir de lui choisir un prénom africain, je pense que c'est aussi lié au fait que quand je quitte l'Afrique et que je viens m'installer en Europe, notamment en Belgique, où je suis actuellement, je découvre en fait un autre monde, un monde dans lequel je suis noir. Alors, tu prends conscience de ta couleur de peau lorsque tu arrives en Belgique. Exactement. D'accord. Parce que j'ai toujours été noir, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu te rendes compte que tu deviens noir? Tu te rends compte quand tu arrives en Europe que en tant que noir ou personne à peau foncée, tu n'es pas traité exactement de la même manière que ceux qui ont la peau plus claire. Parce que par exemple, les opportunités, tu ne les as pas de la même manière. Que ce soit en termes de logement, que ce soit à l'université, parce que ça, en tant qu'étudiant, la manière dont tu dois travailler pour avoir de bonnes notes n'est pas la même qu'un blanc doit travailler pour avoir la même note. Donc toi, en tant que noir, tu dois travailler deux fois plus. Tu dois montrer deux fois plus. Si tu dois montrer 2 fois plus patte blanche. Parce que si, par exemple, face à un oral avec un professeur, voyant ta couleur de peau, tu sens qu'il y a cette espèce de préjugé qui fait que tu dois vraiment montrer ta capacité à être parfait dans les réponses que tu lui donnes peut-être pendant l'oral pour avoir la même note que le non noir qui, en l'occurrence le blanc, parce que certainement les gens du Moyen-Orient aussi ont cette espèce d'a priori négatif qui pèse contre eux. Oui, il aura pas besoin de faire autant d'efforts que toi ou de prouver autant pour avoir accéder aux mêmes privilèges. Donc, on a parlé du logement, des études, même au niveau du milieu professionnel, il y a des exemples. Et certainement, mes frères et sœurs africains de la communauté qui nous écoutent et qui vivent en Occident, ça vivent ces réalités-là. Effectivement. Ok, et donc oui, ton fils, du coup, oui. Effectivement, donc c'est de là cette conscience du fait que je suis noir arrive. Et donc, pour un peu comme un pied de nez ou un contre-pied pour justement affirmer justement le fait que je sois noir n'est pas une tare, n'est pas une limite, mais en fait, c'est une richesse dans la mesure où la richesse, la diversité est la richesse du monde. Dieu n'a pas été fou pour créer le monde avec toute la diversité. Il y a différentes espèces. Toute cette diversité est en fait une richesse. Donc, le fait d'être noir est en réalité aussi une richesse. Et non pas une tare, comme on tend à le faire sentir socialement quand on vit en Europe. Donc, du coup, en contre-pied de ça, affirmer encore cette culture noire, cette origine noire, cette origine africaine, en donnant un prénom à mon fils, ce désir est né justement au moment de la naissance de celui-ci. Et donc, en cherchant des prénoms africains sur Internet, je me rends compte que je n'en trouve pas, ou presque pas. Et donc, c'est là, comme ça, que vient le déclic. Et je décide de commencer à chercher, à créer une liste de prénoms. On en a inventé même, parce que la vérité est que même le prénom Pierre a été inventé. Hein. Bien sûr. Le prénom Valère a été inventé. Tous les prénoms ont été inventés en réalité. Bien sûr. Donc, si les Juifs ou les Japonais ont inventé leur prénom, pourquoi les Africains n'inventeraient pas leur prénom aussi? Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes comme stratégie pour restaurer la fierté des Africains? Qu'est-ce que tu proposes? Déjà, la première étape, c'est connaître notre histoire. Mais notre véritable histoire. C'est-à-dire que on parle souvent du fait que lorsque le chasseur raconte l'histoire de la chasse, il la raconte de son point de vue et à son avantage. Ce qui fait que l'histoire qui nous a été enseignée à nous, les peuples noirs, l'Afrique notamment, est une histoire biaisée, et même, je dirais, une histoire falsifiée, dans la mesure où elle a été racontée par les colons qui ici représentent le chasseur à leur propre avantage. C'est ça qui nous a été enseigné. Donc, du coup, il faut déjà défaire ce faux enseignement en restaurant la véritable histoire, en racontant la vraie histoire du point de vue africain, de notre propre point de vue. Un exemple concret, en fait, pour montrer le côté falsifié de l'histoire, on va venir au temps présent, avec ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Imaginez qu'on se projette dans 200, 300 ans.
Si la France raconte l'histoire de ce qui se passe actuellement au Burkina, au Niger et au Mali, vous savez comment ils vont la raconter? Ils vont raconter exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont les traiter de junte, ils parlent de coups d'État, ils parlent de problèmes de démocratie. Oui. Ils vont les dénigrer, Oui. forcément. Oui. Or, nous savons tous, nous les contemporains qui sont témoins de ce qui se passe actuellement dans ces trois pays, ces trois pays font la fierté de l'Afrique. Ici, dans 200, 300 ans, c'est plutôt un Africain qui se penche à raconter l'histoire de ce qui se passe dans ces trois pays qui ont formé l'Alliance des États du Sahel actuellement. Forcément, il va raconter cette histoire du point de vue positif, du point de vue fier, du fait que, effectivement, le fait que ces trois chefs d'État militaires actuels aient redressé le pouvoir politique et même l'économie et même l'état sécuritaire de leur pays est quelque chose de valorisant pour nous. Donc imaginez donc comment ils ont dû raconter l'histoire du 15e, 16e, 17e siècle. C'était forcément à leur avantage. Ouais. Donc à nous déjà de restaurer la connaissance de notre vraie histoire et non pas l'histoire falsifiée pour que ça restaure déjà cette fierté. Oui. Parce que quand tu es conscient que parmi tes ancêtres, tu avais un ancêtre qui a fait de grandes choses, un ancêtre comme Soundiata Keïta, ou un ancêtre comme le capitaine Tomba. Je suis sûr que la plupart des gens ne le connaissent pas. Effectivement. Quand tu as des ancêtres comme ça, et pour la petite histoire, le capitaine Tomba est c'est un chef qui, pendant la période, c'était au XVIIe siècle, dans la région de la Guinée, qu'est-ce qu'il a fait? En pleine traite négrière, il a rassemblé plusieurs villages sous son leadership et il s'est mis à combattre les négriers. Wow. Pour juste détruire leur commerce parce qu'il ne voulait plus que la traite négrière continue. Donc, il a rassemblé des troupes comme ça sous son leadership et il s'est mis à combattre les négriers en brûlant leur comptoir. Il s'est vraiment battu contre eux. Bon, malheureusement, on l'a piégé, on a réussi à l'attraper. Et c'est comme ça que ce qu'il a fait s'est arrêté. Mais en ayant conscience que de tels leaders ont existé dans notre passé, on se rend compte que tous les Noirs n'ont pas tous vendu leurs frères. Ils n'ont pas toujours été... tout n'a pas toujours été négatif parmi nos ancêtres. Et quand on dit, par exemple, dans l'histoire, on nous enseigne beaucoup que oui, les Noirs ont vendu leurs frères en esclavage. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là? Que déjà, ce n'est pas totalement vrai. C'est un peu comme dire aujourd'hui... parce que je veux aussi toujours faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé il y a 200, 300 ans, si tu observes, je veux dire autrement, ce qui se passe aujourd'hui, si tu étudies bien l'histoire, tu vas te rendre compte qu'il y a des similarités qui sont passées il y a 200, 300 ans. Donc, si donc aujourd'hui, on dit que les chefs d'État africains ont vendu leur pays, ils ont vendu les ressources naturelles, est-ce que c'est totalement vrai? C'est pas totalement vrai dans la mesure où ces chefs d'État, si on rentre dans l'État, on sait ceux qui ont cette mentalité ont été placés. Oui. Ils ont été placés par le colon, qui ont manipulé et les élections et tout ce qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, la vérité, c'est que tout le peuple que ces chefs d'État dirigent sont souvent contre cette politique. Donc, si on généralise en disant que les Africains ont vendu leurs ressources naturelles et tout, alors qu'en fait, c'est des chefs d'État marionnettes qui ont fait le sale boulot, on est en train de généraliser et c'est faux. Donc, en se projetant de même dans l'histoire lointaine, en disant que les Africains ont vendu leurs frères, c'est pas forcément vrai, dans la mesure où c'est peut-être quelques chefs qui ont peut-être collaboré. Mais je viens de vous prendre justement l'exemple du capitaine Tomba, qui a même rassemblé plusieurs villages sous son leadership pour combattre cette traite négrière. Et en cherchant dans l'histoire, il y a plusieurs exemples comme ça qui en ressortent. Donc, on ne peut pas forcément généraliser aussi facilement. Il faut retourner dans les archives pour trouver la vraie version et la raconter. Mais est-ce qu'on peut être africain et fier et vivre en Belgique? Oui, bien sûr. Comment ça? Si tu es africain et fier, pourquoi tu ne restes pas en Afrique? Parce que la terre appartient à tous les êtres humains. Mais encore, il faut être conscient du fait que notre fierté d'Africain, j'ai commencé en disant la terre appartient à tous les êtres humains. Il faut être conscient du fait que de la même manière que nous, Africains, apportons notre contribution à la construction de l'édifice de l'humanité, de l'histoire du monde, notre contribution vaut aussi autant que la contribution d'un Chinois, autant que la contribution d'un Américain, autant que la contribution d'un Canadien. De la même manière qu'eux, ils ont la liberté de se déplacer pour s'installer dans l'endroit le plus favorable pour apporter cette contribution. Par exemple, un Chinois qui se déplace de la Chine pour venir en Afrique et investir parce que son investissement va permettre d'apporter une contribution à la construction de l'édifice mondial à partir de l'Afrique parce que c'est le meilleur endroit pour lui. De même, un Africain aussi a le droit de se déplacer et aller au meilleur endroit possible pour apporter sa contribution. Et cet endroit peut être la Belgique, la Corée, du Nord ou du Sud, les États-Unis.
ou même l'Afrique du Sud. Au moins, c'est clair. Dans ton livre aussi, tu abordes la question de la décolonisation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est fait, la décolonisation? Parce que pour beaucoup, je sais pas, non, parlons d'abord de la traite négrière, on va partir de manière chronologique. Pour beaucoup de ce qu'on nous a enseigné dans l'histoire, c'est que ce sont les négriers, je vais dire ça comme ça, qui nous ont donné, qui ont aboli l'esclavage. Est-ce que c'est vrai ça? Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la 3e édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de haut vol au cours duquel nous partagerons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contacter au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Non, c'est faux. Ils ont justement l'histoire racontée du point de vue du chasseur, ici en l'occurrence les négriers, les occidentaux, les européens, les américains, c'est qu'ils, de leur point de vue, il y a les abolitionnistes qui abolissent l'esclavage. Ça, c'est leur point de vue. Or, quand on rentre dans le détail et dans la vérité de ce qui s'est passé pour que l'esclavage soit aboli, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'esclavage est aboli aux environs du 19e siècle, donc tous les années 1850, plus ou moins, que l'esclavage est aboli officiellement. Or, quand on étudie l'histoire, ça coïncide exactement à la période où la révolution industrielle, avec les machines qui remplacent de plus en plus les hommes dans les champs, où partout il y a besoin de main-d'œuvre, se produit. Donc, du coup, avant les années 1850, pourquoi ils n'ont pas eu le déclic? Puisqu'ils étaient eux-mêmes conscients que l'esclavage n'était pas une bonne chose, et surtout la manière dont ils traitaient les esclaves n'était pas une bonne chose. Pourquoi ce déclic n'a pas eu lieu bien avant? Mais ça a eu lieu justement à la période où de plus en plus les machines remplacent les hommes, avec la première révolution industrielle et agricole dans les années 1850. Et justement, avec ce concours de circonstances, ça fait que forcément, vu qu'en réalité, il s'agit d'un enjeu économique derrière l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est juste prendre des hommes pour produire. Tout à fait. Quand on se retrouve autour des années 1850, au milieu au 19e siècle, les machines remplaçant de plus en plus les hommes et étant même de plus en plus efficaces que les hommes, ça ouvre une opportunité justement pour ces anciens esclavagistes de remplacer juste la main-d'œuvre qui en plus se rebellait de plus en plus, était indocile, leur faisait de plus en plus peur par les machines. Et si, une autre preuve que cela n'a même pas été fait de bon cœur, c'est que après cette abolition officielle, la ségrégation raciale prend la place dans la situation. Parce que... Donc, attends. Donc, ce que tu viens de faire comprendre, c'est que pour qu'il y ait eu abolition, c'est surtout pour des raisons économiques. Oui, surtout pour des raisons économiques. En ce sens où on a l'industrie, il y a peut-être l'agriculture qui s'industrialise. De plus en plus, Du moins qui se mécanise, on va dire ça comme ça. On a de moins en moins besoin d'esclaves. Oui. Du coup, les esclaves coûtent de plus en plus cher. Du coup, on se dit, bon, peut-être qu'il faudrait commencer à mettre un terme à tout ça. Exactement. Mais du coup, comment tu expliques la guerre de sécession aux États-Unis? La guerre de sécession, c'est justement... Bon, déjà, la guerre de sécession, le contexte, c'est le sud des États-Unis qui veut maintenir l'esclavage et le nord qui veut stopper ça. Qui veut stopper. Bon, on sait que toute révolution n'est pas... comment dire? Toute révolution, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il y a ceux qui sont... Pour ceux qui sont contre. Voilà. Donc on dit souvent, dans les transitions ou les révolutions, il y a cette espèce de période du clair-obscur où... voilà, je vais prendre un parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe avec la dédollarisation. Le fait que les États-Unis sont en train de perdre leur leadership au fur et à mesure par rapport à la monnaie, par rapport au reste du monde, constitué notamment des BRICS, la Chine, la Russie, Afrique du Sud, le Brésil, Inde. Ce qui se passe, c'est que justement, nous sommes à cette espèce de période où les conflits à l'échelle mondiale n'ont jamais été aussi élevés parce que justement, il y a une espèce de transition qui est en train de se faire à l'échelle planétaire. Et c'est à peu près aussi ce même phénomène qui se produisait à l'époque de la guerre de sécession. Cette transition où une partie des Américains veulent maintenir l'ancien système, ceux du Sud, et ceux du Nord qui veulent entrer dans un nouveau système,
parce qu'ils ont déjà senti le vent tourner. Ouais. On est en train plus d'aller vers les machines qui remplacent de plus en plus les hommes. Ouais. Donc forcément, il y a le clash qui naît. Et voilà ce qui explique la guerre de sécession. C'est une question de temporalité. C'est une question de temporalité. Ouais. Ok. Et justement, après, tu parles de la colonisation aussi. Oui. Donc, je disais donc que si la traite négrière avait été abolie de bon cœur, ça signifie qu'ils auraient facilement intégré les anciens esclaves pour devenir des travailleurs sans souci, ils seraient intégrés dans la société, il n'y aurait pas de discrimination et tout. Oui. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est produit. Les esclaves se sont retrouvés, on les a libérés, entre guillemets, mais on continuait de les ségréguer dans la mesure où on ne leur donnait pas de travail comme il faut, on ne leur permettait pas d'acheter des terrains comme il faut. Le transport même aussi, c'était... C'est pareil, il y a toute cette histoire qui se produit. Donc, ça c'est d'un. C'était pour conclure sur le premier point. Maintenant, la transition vers la colonisation, c'est quoi? La colonisation, en fait, c'est en réalité l'esclavage qui continue, mais sous de nouvelles conditions. Parce que l'esclavage, au sens commun du terme, celui de la traite négrière qui se passe aux États-Unis, c'est un esclavage où les Noirs sont soumis aux travaux forcés, mais directement aux États-Unis. Aux États-unis, ok, oui. Mais la colonisation, c'est quoi? C'est l'esclavage qui continue parce que c'est des travaux forcés, mais cette fois-ci directement en Afrique. Ah oui, c'est vrai que je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais c'est vrai. En réalité, c'est qui est. Et maintenant, pourquoi ils décident de déporter l'esclavage directement sur les terres africaines et ils appellent ça la colonisation? C'est parce que là, on vient de parler du fait que la révolution industrielle vient de se produire aux États-Unis. Tout à fait. Il y a les machines qui remplacent les hommes. Et ces machines transforment quoi? Elles transforment les matières premières. Donc, sachant que l'Afrique, avec sa superficie de 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'en Afrique, tu peux mettre les États-Unis, tu peux mettre la Chine, tu peux mettre une partie de l'Europe, il y aura toujours la place. Donc, ça veut dire que c'est un concentré de matières premières. Et même, tu peux mettre toute la Russie dans l'Afrique, il y aura toujours la place. Donc, du Sahara, la Russie, c'est à peu près le Sahara, la bande du Sahara, quoi. Donc, de l'ouest de l'Afrique jusqu'à l'est. C'est à peu près l'équivalent de la Russie, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute cette étendue où il y a plein de matières premières, on a besoin de les extraire. Et or, il y a la main-d'œuvre sur place. Le peuple noir présent sur place. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les esclavagise directement sur le sol. C'est-à-dire, on les fait faire les travaux forcés. Et la preuve que c'était encore de l'esclavage, et aussi violent même que l'esclavage quand il se pratiquait aux Amériques, c'est que quand, par exemple, ils n'apportaient pas les quotas, notamment au Congo, par exemple, ils n'apportaient pas les quotas de caoutchouc qu'on leur demandait, on leur coupait les mains. On leur coupait les mains. Quand ils résistaient parce que le travail forcé, on ne te payait pas, c'était gratuit. On parle de travaux forcés, un peu comme on peut penser, si on ne te donne pas les détails, qu'il y avait un salaire derrière. Il n'y avait pas de salaire. On vous réquisitionnait les populations des villages, on les amenait pour construire les chemins de fer, pour extraire les matières premières. Bref, pour faire le travail forcé, c'était gratuit, donc ils ne recevaient aucune rémunération. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour ceux qui résistaient, ils étaient fouettés. Et pas violemment, avec tout ce que ça implique comme blessure, comme traumatisme, ou même comme mort, parce tu peux être fouetté jusqu'à la mort. Et même le fait de travailler jusqu'à en mourir montre que forcément c'était une forme d'esclavage, mais qui se produisait directement sur le sol africain. Donc la colonisation, ce n'est que la continuité de l'esclavage en réalité. Ah oui, en effet, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais quand tu l'expliques, dans le fond, c'est le même phénomène en fait. C'est vrai. Et justement, au-delà de tout ce que tu dis, un Africain aujourd'hui qui veut se reconstruire, qui veut connecter, tu as dit qu'il ne faut pas faire un bond dans l'histoire, c'est vrai. Oui. Mais ouais, on a beau faire un bond dans l'histoire, mais ce n'est pas pour autant que je vois des enfants naître avec des prénoms africains. Parce que c'est leurs parents qui doivent leur donner leur prénom. Bon, on est dans un système où c'est les parents qui donnent nom et prénom aux enfants. Donc ça signifie que c'est déjà le problème au niveau des parents. C'est que mentalement déjà, ils sont conditionnés pour ne même pas voir l'utilité ou l'importance d'affirmer l'identité africaine de l'enfant en lui donnant un prénom africain. Ouais, en effet. C'est vrai que c'est pas simple comme histoire. Et aujourd'hui, ta démarche, c'est laquelle? Quand tu vois des Africains, quelle est la démarche en droit du livre que tu as écrit, que tu mets en place pour justement restaurer l'image des Africains au quotidien? Donc, là, tu parles d'action concrète parce que rien de ça. Être dans la théorie. C'est beaucoup de babadage, voilà, concrètement. Donc, déjà, en plus du livre, qui est une première action concrète. Qui n'est pas négligeable, il faut le préciser. Effectivement. Voilà. Donc, parce que la lecture de ça va
Déjà, même un simple fait d'échanger là-dessus, Oui, on oui. comprend. Il y a Mentalement déjà, parce que tout commence. euh, parce que quelqu'un disait, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée. Ce qui se passe dans la tête d'un être humain, c'est ça, c'est vraiment primordial. Donc, déjà, amener les Africains à conquérir leur souveraineté mentale Oui, en lisant un livre comme celui-ci. Et de l'autre côté aussi, j'ai créé une chaîne YouTube oui, dans qui laquelle tu s'appelle partages. Africain et Pierre. Mhm. Non, la chaîne YouTube s'appelle Afrique libre et prospère. Oui, C'est le livre c'est qui, ça. Oui, qui est oui. Africain et fier. Dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Afrique libre et prospère. Et là-bas, moi, je continue cette démarche, mais d'un point de vue concret, Oui, notamment en déterrant un peu les archives historiques. Donc, au-delà des archives historiques que Oui. que j'ai déterrées et qui m'ont servi de base pour écrire ce livre, oui. il y a plein d'autres archives historiques qui existent, des archives, c'est pas moi, du XIIIe siècle, du XIVe siècle, du XVe siècle, Et quelle est etc. l'archive que tu as pu déterrer et dont tu es la plus fière? Qui t'a la plus marqué? Euh, donc déjà, il faut savoir qu'il y a tellement de contenu historique Forcément, que bon, forcément. le travail est en cours, d'où aussi la chaîne YouTube, Oui. parce que les vidéos, ça arrive. Mais l'archive la plus marquante, qui m'a rendu le plus fier, tu dis. Oui. Mais qui t'a le plus marqué, qui t'a dit, ah oui, Oui. Le fait que, je sais pas si je pense même que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ça, des cités Swahili. Les cités Swahili, en fait, c'est un ensemble de villes oui, dans l'est de l'Afrique. Donc, Oui. en partant de la bande du Kenya, donc plus ou moins de l'Érythrée, Éthiopie, oui. en descendant, en passant par le Kenya, le Mozambique, jusqu'au Zimbabwe. Hmm. Toutes ces bandes-là, en fait, les études d'archéologie ont montré qu'il y avait de grandes villes qui existaient dans ces endroits. Mhm. Personne ne le sait. Donc, en fait, dans l'imaginaire cultivé par les Occidentaux et les négriers, c'est que l'Afrique n'a jamais rien fait. Les Africains sont incapables de rien. Or, en découvrant que dans toute cette bande de l'Afrique de l'Est, et ce n'est même pas les seuls, mais on va juste se limiter à cette bande, il y avait une multitude de villes africaines, de grandes métropoles Mhm. africaines qui existaient à ces endroits. Montre que les Africains avaient des structures sociales Mhm. ou une vie sociale structurée, des systèmes juridiques, des Oui. systèmes politiques, des systèmes Donc, il y avait beaucoup de économiques, choses qu'on avait mis des en place villes, par le oui, passé. oui, oui, qui existaient. Mm. Et ça a juste été détruit, notamment avec l'arrivée des négriers, parce que bah, Mhm. pour eux, pour avoir les esclaves, tant que le coin est déstabilisé, tant qu'il n'y a pas... tant qu'il y a l'insécurité partout, Oui. on peut facilement Facilement capturer des capturé, en esclaves et effet. faire sa traite d'êtres humains Et tout à l'heure, tu as tranquillement. parlé de la religion. Oui. Est-ce que tu penses que la religion, c'est quelque chose qui peut être, qui peut permettre à un Africain de s'épanouir? Ou alors pour toi, la religion, c'est l'opium du peuple en Afrique? Ok, on va redéfinir les thèmes, Oui, parce que ça, c'est très important. Je dirais que la spiritualité, oui, plutôt que la religion, Oui. la spiritualité est importante Oui. pour les êtres humains. Et l'Africain étant un être humain, ça La signifie que la spiritualité, bien sûr, spiritualité bien sûr. est importante Pour lui. pour l'Africain. Je n'ai pas utilisé le thème religion, pourquoi? Parce que la religion, en réalité, c'est la réponse... la religion est la réponse sociale à un besoin, au besoin de spiritualité. Voilà, la religion est la réponse sociale aux besoins de spiritualité. Oui. De la même manière que les bananes plantains sont une réponse la tropicale à la faim, Oui, ou de l'autre côté, la pizza est une réponse italienne à la faim. Mhm. Autrement dit, la religion chrétienne, par exemple, ou disons la religion juive, est la réponse de la culture juive aux besoins de spiritualité Mhm. du peuple vivant au Moyen-Orient Oui, et qu'on appelle communément les Juifs. Cela signifie donc qu'en Afrique aussi, pour répondre à notre besoin africain de spiritualité, il y avait, ou il y a toujours, parce qu'il y en a qui existent toujours et qui n'ont pas été totalement, qui n'ont pas totalement disparu Oui. ou détruites, il y a des réponses africaines Mhm. qui sont des religions africaines aux besoins de spiritualité Africain. africains. Ouais. D'accord. Et croyant ou pas? Oui, je suis croyant. Oui. Tu crois en quoi? Ou en qui? En Dieu? Ou alors aux esprits, comme on fait chez nous en Afrique, les coutumes, les machins? Tu crois en quoi?
Je crois en Dieu. Mhm. Je crois en Dieu. Et je dirais, bon, ça participe aussi de la redéfinition que j'ai appliquée au début de ta question en disant que le véritable besoin qu'il y a dans tout être humain, c'est un besoin de spiritualité. Mhm. Or, la spiritualité, c'est quoi? C'est le fait que nous, les êtres humains, on ressent au fond de nous Mhm. une espèce de besoin de connecter au monde invisible. Tout à fait. Ce besoin profond comment dire, on se pose la question après la mort, Ouais. de ce qui se passe après la mort. On sait, peut-être inconsciemment au fond de nous, qu'il ne s'agit juste pas de Oui, on il y n'est a pas juste quelque de chose en matériel, plus, ouais. il y a quelque chose en plus. Donc, du coup, le quelque chose en plus dont nous sommes tous originaires, qui est un peu la source de toute vie dans l'univers, c'est cette entité-là que j'appelle Dieu. Ok. Et en cette entité, je crois. Maintenant, s'agissant de tout ce qui est esprit, ou oui, esprit, les anges, ou les esprits, les génies, les esprits de l'eau, les djinns, du côté des musulmans Oui. et tout. En réalité, tout ça, en fait, ça fait partie des réponses culturelles. Ah, ouais. Et tout ça, c'est du niveau de la religion. Ouais. Ce qui fait que pour les Africains, les religions africaines ont euh, comment dire, conceptualisé les notions de génie ou esprit Oui. pour répondre à ce besoin de Ah, spiritualité, d'accord. où les chrétiens ont conceptualisé le concept, je sais pas moi, d'ange Mhm. pour répondre à ce besoin, mais du point de vue de la culture chrétienne ou de la culture juive, qui En fait, ce sont des approches différentes, c'est juste des entre approches guillemets. différentes. C'est pourquoi je reste plutôt connecté à la source, ou je crois plutôt à la source davantage, qui est Dieu. D'accord. En tant- Et toi, aujourd'hui, tu te définis comme étant quoi? Catholique, protestant? Tu te définis comme étant quoi? Je me définis comme étant de culture chrétienne, Oui. parce que de par mes parents, de par la manière dont j'ai été élevé et tout, c'est le milieu, l'univers chrétien, Jésus-Christ, les sacrements, tout ce qui a doctrine autour. Oui. C'est dans cet univers que j'ai été élevé, même ma manière de me vêtir et Mhm. tout. Or, tout ça fait partie de la culture. Donc, comme j'ai dit, la religion est une réponse culturelle aux besoins de spiritualité. Donc, je me définis de D'accord. culture chrétienne, mais en grandissant et en devenant adulte, pouvant faire mes propres choix, Oui. euh, du coup, bien qu'étant de culture chrétienne, je me définis simplement comme euh, un enfant de Dieu ou bon, si je dis enfant de Dieu, ça crée une confusion parce que dans le monde chrétien aussi, il y a la notion d'enfant de Dieu. Donc, Ouais. on va utiliser des termes différents pour éviter cette Ouais. confusion-là. Donc, je me définis juste comme étant, comme étant une créature de Dieu en tant que source de toute la création, que ce soit les êtres humains, que ce soit les planètes, que ce soit l'univers et tout. Je suis juste une créature issue de cette source divine. Ouais. Ok. Tu vas répondre direct aux questions que je vais te poser. Ok. Pour ou contre la religion? Contre. La religion est l'opium du peuple. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui me vient d'autre à l'esprit? Qu'est-ce qui me vient d'autre à l'esprit? C'est impossible pour un Africain de devenir riche en Europe. Si c'est possible. Les Africains doivent tous rentrer en Afrique. Non, pas forcément. Mhm. Et dernière question, c'est la place de la femme dans la cuisine. Ça dépend de la femme. Mhm. Elle le choisit. Que chaque femme choisisse. Pour ou contre le féminisme? Pour et contre. Mhm. Contre, parce que c'est un outil qui est instrumentalisé et du coup, il y a un peu de tout n'importe quoi qui se passe dedans. Pour, dans la mesure où l'homme et la femme étant des êtres complémentaires, Mhm. c'est important de ne pas dénigrer la femme et de lui donner la place qui lui est due dans la société. Mhm. Or, on sait bien que cette place qu'elle est censée tenir dans la société n'est pas toujours celle qu'on lui attribue. Mhm. Donc, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc, voilà pourquoi c'est pour. Donc, autrement dit, pour le féminisme parce qu'il faut rééquilibrer quelque chose, Mhm. mais contre parce qu'il est important de rééquilibrer, mais de la bonne manière. Mhm. Je te remets ton livre. Ta caméra est là. Un Oui. message que tu aimerais adresser aux gens qui t'ont écouté aujourd'hui. Un message. Donc, je dirais simplement
que soyez fiers de vous-même. Et ici, je parle particulièrement à mes frères et sœurs africains, mes frères et sœurs noirs d'Afrique ou même dehors d'Afrique. Et pour cultiver cette estime de soi, la restaurer et la faire grandir, c'est important de connaître notre histoire, mais notre véritable histoire, pas la version falsifiée de l'histoire. Et pour cela, faites des recherches, lisez des livres, ne vous contentez pas de ce qui vous est donné déjà broyé, parce que souvent, c'est biaisé. Et donc, en retrouvant cette véritable histoire qui est la nôtre, cela permet de restaurer notre véritable identité. Et un être humain en général qui a confiance en lui et qui sait qui il est et qui sait où il va, fera forcément de grandes choses. D'où l'importance pour nous Africains de connaître notre véritable histoire et retrouver notre véritable identité. Parce que c'est la base pour construire de grandes choses par nous et pour nous. Une raison pour laquelle une personne devrait lire ton livre, Africain et fier. Parce que ça va lui ouvrir le cerveau. Et elle va cesser de tout ingurgiter, mais elle va connaître la véritable essence des choses, la véritable essence de son histoire en tant qu'Africain. En tout cas, cette histoire, c'est la nôtre et il en va de notre devoir de se l'approprier afin de pouvoir se rendre compte que oui, on a beaucoup fait, beaucoup accompli. Voilà pourquoi je suis obligé de saluer le grand frère Kalala Omotunde, parce que quand j'ai découvert ses travaux, je me suis dit waouh, énorme. Énorme. Moi, je vous invite vraiment à aller plus loin. Le livre de Patrice Yem est là, Africain et fier. Lisez-le. Sincèrement, moi, je dis toujours que la connaissance, c'est la clé. Et lorsqu'on ne sait pas qui on est, d'où on vient, on se laissera raconter tout et n'importe quoi. Et ce qui fait que ça donne des personnes vidées de l'intérieur. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne mesure pas la pertinence. Mais quand on le fait, on se rend compte que quand tu dis Africain et fier, tu as bien répondu tout à l'heure, c'est vraiment, il faut en savoir un peu plus sur son histoire, mais la vraie. Exactement. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais les Africains, c'est plus de 300 000 ans d'existence. Exactement. On se doute bien qu'en 300 000 ans, on n'a pas que fait vécu de la chasse et de la cueillette. Il a fallu soigner des gens. Il a fallu faire des recherches. À un moment donné, fallu pour vivre même, il a fallu affronter certains challenges et pour ça, il fallait trouver des solutions. Oui. Et les Africains l'ont fait. Il y avait des chirurgiens en Afrique qui faisaient des opérations chirurgicales. Ouais. Ils ouvraient le cerveau, ils traitaient les cancers, ce genre de choses. Et ça, on ne le dit pas assez. Bref, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci Valère pour l'invitation. Écoute, tout le plaisir est pour nous. Merci à toi de nous avoir écoutés. Et je suis obligé une fois de plus au terme de cette émission de remercier Copilly.io, la première plateforme d'intelligence artificielle qui vous permet de produire un contenu de qualité sur vos différents réseaux sociaux. Et bien sûr, merci à UltimatePod de nous avoir accueillis. Ultimatepod.fr pour ceux qui veulent en savoir plus. Et au-delà de ça, si tu veux écrire un livre qui impacte, transformer les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire. Rejoins notre programme d'écriture Plume d'élite. Tout est disponible sur argentlivre.com. C'était Valère Bélias et Patrice Yem alias Mansa sur le 1e épisode du podcast de l'écrivain, le seul podcast qui donne de la parole aux auteurs. Cela étant dit, on donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Minakano. Voilà. CRS James, GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez
suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ouais. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Allez, allez, allez. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Mbeko est dans la salle? Oui. Ok, super.